Podcast numéro 6 sur le laboratoire de la performance. Bienvenue, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va parler de dopage dans le sport de haut niveau, un sujet que j'ai pu aborder la semaine dernière dans le podcast numéro 5 du laboratoire de la performance que vous trouverez sur ma chaîne YouTube en lien. Ok. Je ne l'ai pas vraiment creusé, donc on va l'aborder un petit peu ici. Ensuite, dans le sommaire, on parlera petit à petit de ma hanche et de mon dos, de la relation que j'ai eue par rapport au back squat, les douleurs que j'ai pu avoir par rapport à ça, donc surtout ma hanche droite, ok. Et comment est-ce que j'ai fini chez un médecin, j'ai fini par passer des radios, des IRM, pour au final qu'on me trouve contusion discale et qu'on me dit d'arrêter le sport et finalement ce n'était pas la solution, ok. Et donc, en quoi l'évaluation que j'ai appris au fur et à mesure et que j'ai appris bien trop tard m'a permis à la fin de personnaliser les modalités d'entraînement de la mobilité et comment est-ce que vous pouvez mettre en place ces tests, peu importe pour les articulations, et qu'est-ce qu'il faudrait adapter en fonction des différents profils qui se dégagent de votre amplitude passive ou de votre amplitude active. Mais d'abord, on va aborder les news de la semaine. Alors, vous ne m'en voulez pas, j'ai des petites notes ici. Alors, j'avais abordé dans le podcast numéro 5 l'histoire de la marathonienne avec son record sous les 2h10. Et donc notamment, on va pouvoir aborder le sujet du dopage. Donc elle franchit la barrière mentale historique des 2h10. Il n'y a aucune femme qui avait franchi ce record-là sur le marathon en dessous des 2h10. Donc elle le franchit, il me semble, lors du marathon de Berlin, quelque chose comme ça. Et puis, a posteriori, cette dame est, donc cette dame qui est Ruth j'arrive pas à le dire, pardon, Chenpegetish, donc première femme sur les 2h10 comme je l'ai dit, qui réalise cette performance sur le marathon de Berlin, il me semble, je me souviens plus trop, donc il faudra quand même aller voir. Ça reste toujours une Kenyan, ok, on sait que les Kenyans, de par leur typologie et de par là où ils vivent, en tout cas, ils ont vraiment un avantage pour le marathon. Déjà, ils ont des tendons au niveau de la partie du mollet qui sont hyper longs, donc ça leur confère une économie de course phénoménale. Quand on sait qu'ils vont courir plusieurs kilomètres, donc 42,5 ici, bah, tout simplement sur le long terme, ça fait vraiment la différence. En plus, ils vivent dans des hauteurs entre 4 et 6 000 mètres à l'année, et depuis qu'ils sont nés, depuis tout petit. Et en plus, pour aller à l'école, pour se déplacer, ils courent tout le temps. Donc ils n'utilisent pas le bus comme toi et moi, ils n'utilisent pas les transports en commun comme toi et moi, ils n'utilisent pas le vélo, eux ils utilisent leurs pieds, ok, ils utilisent leurs jambes, et donc ils accumulent un volume d'entraînement phénoménal qui fait qu'ils deviennent les meilleurs en fait de l'histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que Kipchoge est aussi bon. C'est d'ailleurs pour ça que Kelvin Kiptoum, paix à lui, pensez à lui, marathonien qui aurait pu être vraiment exceptionnel, qui est décédé à l'âge de 21 ans dans un accident de voiture et qui avait, pour ses premiers marathons, qui commençait à flirter avec les performances de Kevin Kiptoum, de Kipchoge, pardon. C'était juste incroyable. Il est malheureusement décédé au Kenya dans un accident de voiture, il me semble. Enfin bref, vous irez vérifier ces informations-là. Donc elle réalise effectivement, Ruth Kipengetish réalise effectivement son record du marathon en dessous des 2h10. Donc elle est âgée de 30 ans et c'est une véritable légende dans le marathon. Elle a un temps qui est considéré comme supersonique, que personne ne pensait atteignable, jusqu'à ce qu'en fait on se rend compte que cette madame-là a été contrôlée pour dopage a posteriori. Donc le record n'est pas réellement annulé, ok, il me semble. Enfin, il ne fait plus partie des scores, mais tout simplement, en fait, la barrière psychologique qui a pu être brisée, elle va plus trop tenir. Et ça, c'est un peu dommage. Est-ce que ce record est atteignable humainement? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Compte tenu des performances, même le 2 heures, le marathon dessous des 2 heures chez les hommes, ça me paraît très compliqué. Je ne sais pas si ça sera atteignable un jour. On n'avait vraiment que Kelvin Kiptoum qui aurait pu faire ça, qui avait fait un marathon en 2h02. Laissez-moi checker ça rapidement. Donc, Kelvin Kiptoum, voilà. Qui avait eu exclusivement, c'est ça, il avait couru son marathon, donc il détient le record du monde du marathon en 2 heures, 2 heures 0 minutes et 35 secondes, ce qui est juste phénoménal. Donc ça aurait été lui en fait qui aurait pu courir le marathon en dessous des 2 heures. Est-ce qu'on peut dire que ça sera faisable naturellement? Franchement, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que Kipchoge, il vieillit de plus en plus, donc je ne suis pas sûr qu'il puisse descendre en dessous de la barrière des 2 heures, parce qu'il a quasiment plus de 40 ans. Ce qui me paraît un peu compliqué, sa carrière est quand même bien entamée.
Donc on avait un prodige qui est malheureusement décédé. Là, du coup, on a notre Ruth Kipengetish qui est dopé aussi. On pourrait même se poser la question de est-ce que chez les hommes, il n'y a pas de dopage. Donc voilà, finalement, on cherche toujours à repousser les limites. Il y a quand même, comment dire, il y a quand même un gros conflit d'intérêts. Quel est l'intérêt de venir choper ces athlètes dopés de son propre sport via la fédération? Il n'y a pas trop de... En fait, ils vont faire des exemples de personnes qui ont été dopées, qui ont été pris pour dopage pour dissuader les autres. Mais admettons, on avait Kelvin Kiptoum qui était encore là. Qu'est-ce qu'on en sait s'il était dopé ou pas? S'il fait briller ce sport et qui permet de ramener des licenciés ou de ramener de l'argent dans les courses pour des personnes qui veulent participer à des marathons et qui vont du coup pouvoir financer la fédération, bah, quel est l'intérêt de faire sauter notre poule aux œufs d'or de la personne qui emmène l'argent? C'était comme dans les sports de force dont j'ai parlé, il me semble, dans le podcast numéro 5, The Panache ou autre. Donc vraiment, je pense qu'il y a un conflit d'intérêts et que ça sera comme ça partout. Finalement, je sais qu'à un moment, comme j'en ai parlé dans le podcast numéro 5 aussi, on avait parlé du fait de est-ce qu'il ne faudrait pas faire des compétitions pour les dopés et des compétitions pour les naturels en sachant que les dopés sont vraiment dopés. Du coup, on a des réelles compétitions. Donc voilà quoi. Le lien avec le métier, c'est du coup qu'en fait, avec le métier de coach, c'est que les gens cherchent aujourd'hui des résultats de plus en plus rapides versus le travail de fond, le travail acharné. En fait, on va vouloir avoir des performances maximales et on pourrait être capable, et je pense que tous les sportifs, même pour une médaille d'or, et si vous m'écoutez, que vous êtes des sportifs de haut niveau, ou en tout cas vous aspirez à le devenir, si demain je vous propose, ok, tu perds 10 ans d'espérance de vie, mais tu décroches 2 ou 3 médailles au JO ou au championnat du monde, des médailles d'or, je pense qu'il y en a beaucoup qui répondraient oui, je préfère perdre 10 ans d'expérience de vie et briller, plutôt que de travailler comme un acharné en sachant très pertinemment que d'autres ont déjà fait le choix du dopage et vont me dépasser et que peut-être je n'atteindrai jamais l'or. Donc voilà. Donc le dopage, c'est une histoire de tentation vers le raccourci. Malheureusement, quand on veut développer des qualités physiques, quand on veut développer un corps sain, une longévité, le dopage là, on va pas se poser la question sur ça parce que ça n'a strictement rien à voir dans les objectifs. Par contre, sur du sport performance, il faut avouer que tout le monde est dopé en vrai. Une bonne partie est dopée. Est-ce que ça veut dire que dans tout le sport, il y a des athlètes forcément dopés et que c'est impossible d'arriver à haut niveau en n'étant pas dopé? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui font des compétitions, qui se disent nati, qui se disent pas dopés et qui le sont? Oui. Est-ce que les produits sont facilement dissimulables? Il y a des milliards de techniques pour les dissimuler. Il y a des produits masquants, des antidiurétiques. Ça fait aller aux toilettes, on fait pipi beaucoup plus, on évacue beaucoup plus de molécules qui auraient pu être dopantes. Donc avant potentiellement un test urinaire, ça peut être intéressant et ça peut être contrôlé. Et on peut voir qu'il y a énormément d'antidiurétiques après test urinaire. On les regarde, on les voit dans les analyses que la personne a pris des antidiurétiques, des diurétiques, pardon, pour venir aller évacuer, donc pas des antidiurétiques, des diurétiques, pour aller faire pipi. On a aussi toutes les molécules de dopage, on a des esters longs et des esters courts, donc ils ne vont pas avoir la même demi-vie au niveau du corps. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une demi-vie très courte et donc devoir utiliser beaucoup d'injections à la semaine. Donc j'avoue que là, je rentre dans un terrain un peu inconnu, mais on va devoir faire des injections plus courtes parce que la présence de cette molécule-là dans le corps est de plus en plus courte. Mais au final, si on se rapproche des compétitions et qu'on sait qu'on va avoir besoin de produits dopants pour performer, mais qu'il y a de gros risques d'être testés, eh bien, on va prendre des esters courts parce qu'on peut peut-être avoir en 3 jours une disparition du produit qu'on s'est injecté 3 jours auparavant. Et loin des compétitions, ou lorsqu'on est interdit de compétition pendant 3-4 ans, qu'est-ce qui nous empêche de venir nous doper avec des esters longs et de revenir sur un niveau compétitif encore plus important? C'est souvent le cas chez les haltérophiles. Il me semble que j'avais déjà vu un cas comme ça. Une personne qui se fait prendre pour dopage en haltérophilie, qui est interdit de compétition pendant 3 ans, qui charbonne et qui revient l'année d'après, une fois qu'elle a fini son interdiction, encore plus fort qu'avant le moment où elle avait été prise pour dopage. C'est-à-dire que le mec, il a été pris pour dopage à un certain niveau, il se fait interdire pendant 3 ans. L'année d'après, où son interdiction se termine, il refait une compétition, il est plus fort qu'avant son dopage.
Enfin, qu'avant le moment où il a été pris pour dopage. Donc ça veut dire qu'entre-temps, il s'est dopé comme pas possible. Il a mieux géré ses produits, ou en tout cas, il a arrêté un petit peu. Il a atteint le niveau qu'il voulait, il refait une compétition. L'année d'avant, 3 ans avant, il est sorti pour dopage, et là, il refait une compétition. Moi, je pense que sur ça, il faudrait être intransigeant. Un sportif qui est pris pour dopage, il dégage des compétitions. Il n'y a même pas de juste 3 ans ou quoi. Mais il n'y aurait pas d'intérêt, parce que du coup, il y aurait moins de spectacularité. Ça devient moins monétisable, moins de spectateurs, moins d'audience, moins d'argent, ça fait moins de développement pour le sport, ou ça fait moins d'argent dans les caisses des mecs qui ont développé ce sport, enfin, ou qui sont à la tête de ce sport-là. Donc c'est pas du tout rentable pour eux. Voilà. Donc ensuite on va passer sur le sujet suivant. Laissez-moi voir un petit peu. Je regarde un petit peu mes notes. Donc on a parlé des fédérations qui regardaient ailleurs, l'économie du spectacle, l'image du sport, les sponsors, parce que forcément ça va salir, si on a un sportif qui est dopé, ça va salir l'image du sport, ça va pas forcément pousser les mecs, les autres personnes à venir faire ce sport. Donc on a la sanction du produit chimique, mais on peut fermer les yeux quand c'est une star, malheureusement. Il y a aussi beaucoup de copinage, je pense, et du fait que si je salis la star via dopage, enfin via le fait qu'elle a été prise pour dopage, mon sport va perdre en crédibilité et potentiellement de l'argent et autres. On prendra le mec beaucoup plus tard, c'est beaucoup mieux, une fois qu'il nous a rapporté le maximum d'oseille. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc ensuite, on devait enchaîner avec le cœur de l'épisode, donc la hanche, le dos et les évaluations articulaires. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ma hanche et mon dos? Tout simplement, j'avais des grosses tensions. Donc il faut savoir que moi, quand j'ai commencé le sport, j'ai fait du street workout, du street lifting, enfin surtout du street workout. Donc c'était tout ce qui est avec les planches, tout ce qui était avec les front levers. Donc j'avais atteint un très bon niveau. J'étais plutôt bon. Bon, j'ai eu la blessure à l'épaule. Et puis en fait, petit à petit, j'ai bifurqué vers du street lifting. Voilà. Parce que le street workout, au bout d'un moment, j'ai senti qu'il fallait vraiment investir énormément de temps pour dépasser le niveau que j'avais atteint actuellement, qui était vraiment très correct. 5 planches press avec des planches push-up. J'étais pas très à l'aise, mais j'étais plutôt bon. Des front lever pull-up, des front lever touch, mais au bout d'un moment, bon, ça devient un peu usant. On fait toujours la même chose. Les entraînements ils durent plus ou moins 2h30, 3 heures pour maintenir un niveau, pour essayer de dépasser les capacités. J'avais pas un bon rapport au sport aussi à ce moment-là. Puis c'est là où je me suis beaucoup remis en question. Je me dis, mais finalement, en fait, je sais pas tant m'entraîner en force que ça, parce que sinon je me serais pas blessé. Et donc, c'est quoi la blessure? Et comment est-ce qu'on fait quand on est blessé? C'est quoi les protocoles de réhabilitation? Comment on fait pour développer la mobilité? C'est là où j'ai découvert Alexis Beck, où j'ai commencé à me former chez lui énormément. J'ai quasiment toutes ses formations, donc j'ai vraiment investi énormément d'argent et de temps pour les faire. C'est là où j'ai découvert le système FRC via cette blessure à l'épaule. Mais aussi, ce qui a renforcé le fait que je connaissais rien à l'entraînement, c'est le moment où je me suis mis au street lifting. Donc j'étais plutôt bon en traction, en dips et en muscle up, parce que je les avais beaucoup pratiqués en parallèle de ma pratique de street workout. Par contre, tout ce qui était squat, et c'est encore le cas aujourd'hui, vraiment mauvais. Je me souviens que j'avais fait à l'époque, ça s'appelait les inter-squats. Donc c'était organisé par la SWAT Academy, enfin par la SWAT Team, pardon, avec les deux entités SWAT, la SWAT Team, donc équipe professionnelle, et la SWAT Academy. À l'époque, il y avait encore Ludo, Adamantium et Baki dans l'équipe, avec Nico, Maki, enfin tous ceux qu'on connaît. Il y avait aussi RBT Po encore à l'époque dans l'équipe, pour vous dire, et il me semble Achour. Enfin bref. Et je crois que c'était en 2021, ils avaient organisé ce qu'ils avaient appelé les inter-SWAT. Et l'inter-SWAT, l'objectif, c'était de venir détecter les nouveaux potentiels athlètes pour venir leur faire intégrer soit l'équipe professionnelle, soit l'équipe amateur, soit académie, l'équipe en apprentissage. Et donc, ils nous avaient fait faire passer des tests sur les tractions, sur les dips, sur les muscle-up. Sur les muscle-up, oui. Sur les tractions, oui. Sur les dips, oui. Il nous a fait faire aussi des tests d'endurance et surtout du squat. Et pour vous dire, mon squat, moi, il avait commencé, mon 1RM était à 70 kg. C'est-à-dire que j'avais jamais entraîné les jambes de ma vie, j'avais jamais fait de squat de ma vie, j'étais comme pas possible. Je me souviens, c'est Baki qui m'avait assuré pour 70 kg. Et il avait esquissé un sourire derrière, il s'était foutu de ma gueule. Enfin, il n'est pas comme ça, mais j'ai senti que c'était ridicule, vraiment ridicule. Pour vous dire, j'avais mis 85 kg sur les dips à ce moment-là. Et je mettais même 70 kg au squat et j'étais en train de mourir. Et je pense que c'était même pas valide en termes d'amplitude de mouvement. Donc c'était vraiment horrible. Et c'est là où je me suis dit, ok, je suis vraiment nul, il faut vraiment que je m'y mette. Donc j'ai commencé à m'y mettre. Et puis je me suis entraîné. Et au bout de 6 mois, il m'est apparu une douleur dans le bas du dos,
au niveau de ma jambe droite, que je me suis gardé pendant bien, je pense, 1 an et demi, 2 ans, enfin c'était vraiment atroce, au niveau du carré des lombes. Donc carré des lombes, tenseur du fascia lata, jusque donc dans le genou. À la fin, je me souviens que j'avais des sortes de cruralgie. J'avais toute cette partie-là qui me faisait mal, mais d'un point de vue nerveux. Toute cette partie adducteur qui était contractée, mais contracturée, mais en permanence, c'était tendu. Il suffisait que j'appuie là et c'était tendu comme pas possible. Je ne comprenais pas comment c'était possible d'avoir aussi mal que ça. Ça me tirait, c'était le moment où je faisais énormément de voitures aussi. Je crois que j'étais en licence entraînement sportif à Toulon et du coup je faisais Marseille-Toulon quasiment tous les jours. Donc j'avais pas beaucoup de sommeil, j'étais beaucoup sédentaire en voiture, beaucoup sédentaire à la fac. Je m'étais mis à faire du squat et j'avais pas les prérequis articulaires, mais ça je l'ai découvert beaucoup trop tard au niveau de ma hanche. Et donc j'ai fait plusieurs examens médicaux. Notamment, j'étais allé voir un médecin généraliste qui m'a renvoyé vers un médecin du sport. Le médecin du sport m'a analysé. Il était un petit peu ostéo, donc il m'avait fait des tests. Comment est-ce que tu attrapes une pelle et tout. Bon, ok, j'attrape une pelle comme ça, voilà, pour voir comment je suis latéralisé. Est-ce que je suis plutôt droitier, plutôt gaucher. Est-ce que j'ai des compensations. Bon, ok, il m'avait mis sur la table. Il m'avait regardé, il m'a dit non, t'as un truc fonctionnel. Quand je pliais le dos comme ça, qu'est-ce que j'avais mal quand j'étais assis dans la voiture, mais c'était horrible. Quand il fallait sortir de la voiture, j'avais l'impression que tout ce côté-là, en fait, il était en permanence tendu. C'était vraiment, vraiment atroce. Et au final, ça a débouché sur le fait qu'il m'avait fait un examen. Donc un examen, je ne sais vraiment plus trop si c'est... je pense que c'était un IRM ou... Peut-être pas un IRM, peut-être une radio. Enfin, j'avoue que sur les imageries, j'ai un peu de mal à savoir qu'est-ce qu'on peut voir à quel moment. Mais l'objectif, c'était de voir la colonne vertébrale et les disques. Il me semble que c'était une radio. Donc on me fait passer une radio. Et puis il y a marqué sur le compte rendu protrusion discale entre S5 et entre L5 pardon, et S1. Donc sur lombaire 5 et sacrum. Ok. D'ailleurs, j'avais des grosses douleurs sacro-iliaques, mais vraiment, c'est vrai, tiens, ça me fait penser quand j'en parle comme ça. J'avais des douleurs sacro-iliaques, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me plantait des coups de couteau dans le sacrum. C'était horrible, vraiment, ça tirait, mais qu'est-ce que ça faisait mal. Horrible, et je trouvais pas de solution à comment est-ce qu'il fallait que je gère ça. J'avais des formations d'Alexis Beck, il avait sorti une formation sur douleurs sacro-iliaques que j'ai fait. Je comprenais pas bien ce que je faisais, je savais pas pourquoi je mettais tel exercice à tel moment. Je tenais des positions d'étirement, mais je savais pas pourquoi je devais les tenir 2 minutes. Je ne savais pas comment je devais forcer, ça faisait mal, c'était pas forcément adapté à moi. Et c'est ça qui m'a poussé à me dire, ok, il faut que je me forme parce que là, il y a un problème. J'ai mal partout, j'ai mal à l'épaule. Quand je te dis que j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à ma hanche. Évidemment, c'est pas possible. Donc j'ai continué à creuser, à regarder au niveau de toutes les formations que Alexis a pu proposer, jusqu'au moment où il sort une formation Mobility Pro, il me semble, et où là je commence à comprendre un peu plus les périodes réfractaires du tissu conjonctif, pourquoi est-ce qu'on va tenir 2 minutes. C'est aussi plus ou moins à ce moment-là où j'ai commencé à investir dans le mentorat aussi, le mentorship de K-Swiss. J'ai continué à lire, à regarder au niveau du tissu conjonctif et tout. Je me suis beaucoup formé à travers Alexis Beck, beaucoup formé à travers Christian Thibaudeau aussi, mais pas trop sur la réhab, plutôt sur les périodes de force. Il y a des moments où ça faisait un peu en dents de scie, j'ai arrêté un peu le squat parfois. J'ai mis quelque chose en place qui m'a permis aussi de continuer à squatter, que je vais vous expliquer après, mais on revient un petit peu, je suis parti un petit peu partout, vous allez comprendre pourquoi. On revient un petit peu sur l'examen, j'ai une protrusion discale, je vais voir le mec, là, le médecin, je retourne le voir et je lui dis, bon ben voilà, j'ai mon compte rendu, qu'est-ce que je fais? Ah ben on va vous prescrire des séances de kiné, une dizaine de séances de kiné, mais il faudrait arrêter de faire le sport que vous faites, et puis peut-être que ça vous provoque des protrusions, machin. Vous avez un écrasement, il ne faudrait pas faire ça. J'ai un écrasement, j'ai une protrusion discale que d'un côté, j'ai mon bassin il est comme ça, tu m'étonnes que la pression au niveau de la zone lombaire elle est différente et que mon disque il est mis sous pression un peu bizarrement, j'ai une protrusion, qu'est-ce que je te dis, c'est pas ça. Ils étaient persuadés en fait que j'avais une sorte de sciatique avec le disque qui venait appuyer en fait dessus parce que parfois j'avais des douleurs qui descendaient jusque dans le genou mais elles ne descendaient pas plus bas que le genou, donc en fait c'est un peu une sorte de fausse sciatique que j'ai eue. C'est pas du tout une sciatique même, parce que le nerf n'était pas mis en tension. J'avais pas mal jusqu'en bas, j'avais mal que juste au-dessus du genou. Et c'était un peu bizarre parce que ça me faisait comme un syndrome de l'essuie-glace, mais en même temps comme une pubalgie et comme une cruralgie. C'était assez impressionnant. Dans toute cette partie-là, bloquée, mais vraiment bloquée. Et donc pour continuer à squatter quand même, pendant que j'essaie de régler ce problème-là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, pour pouvoir faciliter mon passage de mon squat, donc en bas du squat, et éviter d'avoir un butt wink énorme,
eh ben, j'ai commencé à mettre des talonnettes. Donc j'ai commencé à mettre des chaussures de squat qui m'ont surélevé les talons et qui m'ont permis de faciliter du coup ma transition au niveau de la flexion de hanche. Donc j'ai jamais eu de problème de dorsiflexion, mais j'avais les hanches, mais vraiment cette hanche-là en compote. En compote. Et je me suis battu un bon moment quand même. J'ai mis, je pense, 2-3 ans avant de trouver la solution quand même. Donc pour vous dire, ce que je vais vous dire là, ça a de la valeur. Jusqu'à ce que du coup je comprenne l'entraînement de mobilité. L'entraînement de mobilité, comme je l'ai déjà décrit plusieurs fois, c'est la combinaison entre la force, le contrôle moteur et la souplesse. Sauf que pour pas faire n'importe quoi, et ça, il n'y a personne qui vous le dit sur les réseaux sociaux, vous allez voir des millions d'exercices pour l'épaule, pour le hanche, pour ce que tu veux, développer la mobilité, machin. On n'a pas tous les mêmes besoins. Okay, on a différents outils sur la mobilité qui permettent de développer la souplesse, le contrôle moteur et la force. D'accord? Si j'ai pas besoin de souplesse passive, à quoi ça sert que je m'étire 2 minutes? À rien. Si j'ai pas d'actif et que je fais que de la souplesse, que je fais que de l'étirement passif, mais en fait du coup je continue de creuser l'écart entre ce que je peux utiliser activement comme amplitude et, et mon amplitude passive, qui est pas censé, on n'est pas censé avoir un écart énorme entre les deux en fait. En fait, on considère qu'il y a un souci entre l'amplitude passive et l'amplitude active à partir du moment où on a plus de 10 à 15 degrés d'écart entre les deux. Là, il y a un problème, là, il y a un danger, parce que ça veut dire que cette zone-là, de 10-15 degrés, le jour où je m'y retrouve, je ne contrôle pas. Donc 10-15 degrés, c'est tolérable, 10 degrés à peu près. 15 degrés, ça commence à être un peu chaud. Plus, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes d'hyperlaxicité. On va avoir quelqu'un qui peut passivement aller très loin et dès qu'il doit mettre de la force ou du contrôle, il n'y arrive pas. Le jour où il se retrouve dans cette amplitude-là, il a zéro contrôle, il s'effondre, il y a une compensation qui a lieu ou autre. Mais le pire cas qu'il y a, c'est si vous avez un contexte qui vous demande une certaine amplitude passive de l'articulation et que vous ne l'avez pas. Là, c'est un problème. Par exemple, pour le squat, ça va demander des rotations internes de hanche et des rotations externes de hanche. Ok? D'accord? Donc on se base par rapport au fémur. Si je manque de rotation interne ou de rotation externe, déjà, si je manque de rotation externe, je vais avoir du mal à aller un peu ouvrir en abduction. Ok? Ça va être un peu limité. Je vais avoir cette partie-là qui va avoir du mal à s'étirer. Ok? Donc ça, c'est un peu important. Le souci étant, si je me mets en squat dans cette portion-là et que mon fémur ne peut pas tourner vers l'extérieur à un moment donné dans la partie du squat puis retourner vers l'intérieur, donc en général, ça va être la rotation interne et la rotation externe. De ce que j'ai pu voir, j'ai beaucoup fait de rotation externe parce que j'avais très mal aux fesses et autres pour venir chercher à ce que il tolère un peu plus la partie étirée. Mais en fait, c'était mes rotateurs internes aussi qui n'étaient pas bons sur la hanche. Ils ne toléraient pas l'étirement. Bref, si vous n'avez pas suffisamment d'amplitude passive, vous allez avoir des compensations partout. Mais vraiment partout. C'est-à-dire que le jour où vous voulez aller en bas du squat, que la hanche ne tourne pas suffisamment, que ce soit en rotation interne ou en rotation externe, votre corps il va vous faire aller dans le mouvement, mais il va utiliser des compensations. Et c'est là où on va avoir des petits soucis. Parce que du coup, si ma hanche, par exemple, en bas du squat, a besoin de rotation interne, et qu'elle ne tourne pas suffisamment, et que mon bassin, lui, du coup, pour pouvoir compenser cette rotation interne, il est tiré vers le haut par le carré des lombes qui, lui, va venir se contracter alors qu'il n'est pas censé se contracter. Déjà, je vais avoir un shift du bassin. Je peux avoir aussi un effondrement de la voûte plantaire, donc ça peut venir aussi du pied. Il faut chercher un petit peu partout, pas qu'au niveau de la hanche. Il faut regarder aussi la rotation externe du genou, du coup, voir s'il en a suffisamment pour tolérer les contraintes. Mais du coup, le bassin, il est pris comme ça. Donc en étant pris comme ça, je mets beaucoup de pression au niveau de ma zone lombaire qui va subir cette flexion latérale. Cette flexion latérale, ça va être le carré des lombes qui va la subir aussi. Ça va être aussi, du coup, mon moyen fessier, ma sacro-iliaque qui n'est pas censé autant bouger, qui va bouger, qui est vraiment tenu par un gros sac de ligaments qui a un mouvement un peu plus important. On n'est pas censé avoir autant de mouvement là-dedans. Au final, il y a beaucoup de structures qui viennent tirer, qui viennent prendre les contraintes d'une hanche qui n'effectue pas ses fonctions. Et ça peut être la droite comme ça peut être la gauche. J'ai toujours pas identifié si c'était elle, si c'est parce que celle de droite me faisait mal, si c'était à cause de la gauche. Mais du coup, j'ai travaillé les deux parce que la gauche était aussi limitée. C'est pour ça qu'il faut évaluer. Le souci étant, c'est que si j'ai besoin de 25 degrés de rotation interne en amplitude passive et que j'en ai que 5, si je me retrouve en bas de mon squat, je compense partout et j'ai mal au dos. C'est fini, c'est sûr et certain. Donc c'est là après où les compensations à long terme peuvent entraîner du coup de l'arthrose
après, en général, si on a trop d'arthrose, soit on n'arrive plus à bouger, soit on va vers l'opération pour mettre une prothèse de hanche. Donc ça, c'est important. Et donc, tout ça pour en revenir au fait que si je n'ai pas suffisamment d'amplitude passive, quand je vais faire mes pales and rails, donc mes contractions isométriques pour augmenter mon amplitude de mouvement temporairement, pour créer de l'espace au niveau de la capsule articulaire, il y a certains cas où je vais pouvoir tenir mon étirement, parce que j'ai besoin d'amplitude passive, parce que mon amplitude passive est insuffisante par rapport à mon contexte, par rapport au mouvement que je veux faire, par rapport à mes besoins. Donc il faut que j'augmente cette amplitude passive. Et il y a certains cas où mon amplitude passive est déjà suffisante, j'ai suffisamment d'amplitude passive, je n'ai pas besoin d'en augmenter encore plus, mais par contre mon amplitude active est insuffisante par rapport à la quantité de passif que j'ai. Et donc si je tiens mes 2 minutes d'étirement dans ce cas précis, je vais encore augmenter le gap qu'il y a entre mon amplitude active et mon amplitude passive. Et c'est là où l'évaluation prend tout son sens. Et donc comment est-ce qu'on évalue? Vous devez évaluer et l'amplitude passive de votre articulation et l'amplitude active. Si je prends du coup mon épaule, ça voudrait dire qu'il faudrait que quelqu'un ou que je prenne un bâton pour venir me tirer en amplitude passive sans avoir de compensation et voir jusqu'où je peux aller. Et qu'ensuite de façon active, je regarde jusqu'où je suis capable d'aller sans compensation et que je mesure l'écart qu'il y a entre les deux. Et donc s'il y a environ plus de 10 degrés d'écart entre mon actif et mon passif, il va être important de venir travailler ma fin d'amplitude de mouvement avec des outils comme les Passive Range Hold, les Passive Range Lift Off et tous les autres exercices qui peuvent exister au niveau du développement de la force en fin d'amplitude. C'est pour ça que l'évaluation personnalisée est importante. Pour la hanche, c'est pareil. Je pourrais prendre un bâton comme ça, que je viens faire passer et enrouler autour du pied. Et donc, je vais aller chercher mon amplitude passive sans avoir de compensation. Et ensuite, je vais chercher à tester mon amplitude active. Vous filmez, vous prenez les angles, vous regardez combien vous avez. Vous pouvez faire ça avec des clients en ligne aussi. Et une fois que vous avez fait ça, vous savez quoi appliquer. Si le mec, il manque d'amplitude passive, vous savez qu'au début, sur vos pales and rails, vous allez tenir vos 2 minutes d'étirement. Vous allez faire vos contractions ISO et vous continuez à tenir l'étirement et vous refaites un cycle de pales and rails. Si le gars, il n'a pas besoin d'amplitude passive, il en a trop, mais par contre son actif est trop limité, vous lui faites faire des contractions isométriques positionnelles pour apprendre à contrôler l'espace qu'il n'a pas, des passive range hold, donc vous faites aller progressivement dans l'amplitude passive, vous le faites contracter sur le tissu qui est raccourci, vous relâchez le support, la main, ce que vous voulez, vous lui demandez de tenir le plus qu'il peut. Des passive range lift off, on sort d'à peu près 10 à 15 degrés de l'amplitude passive et on va aller chercher à produire de la force avec les tissus en position raccourcie pour dire au système nerveux qu'on peut aller dans cette amplitude-là et qu'on a de la force dans cette amplitude-là et du coup réduire le gap entre le passif et l'actif. Vous pouvez utiliser les eccentric neural groove, les hovers aussi, les end range rotational training, qui sont des sortes de cercles qu'on va pouvoir effectuer en fin d'amplitude qui vont du coup coupler le concentrique, l'excentrique et l'isométrique en contraction. Donc tout ça, ce sont des outils qu'on doit utiliser, mais en fonction de notre évaluation initiale, pour éviter de faire n'importe quoi. Ça serait vraiment catastrophique que d'utiliser un étirement de 2 minutes sur quelqu'un qui a suffisamment d'amplitude passive. Je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est très important à comprendre, ne faites pas ça. La personne qui a trop d'amplitude passive n'a aucun intérêt à s'étirer. D'ailleurs, maintenant qu'on est là à parler des étirements, ne vous étirez pas moins de 2 minutes, sinon ça ne sert à rien. Vous pouvez jeter à la poubelle ce que vous faites. Vous avez besoin d'avoir 2 minutes d'étirement pour avoir une réponse des fibroblastes. Si on n'étire pas plus de 2 minutes, si on étire moins de 2 minutes, on ne va pas avoir d'allongement au niveau des tissus, et donc il n'y a aucune raison pour notre corps de créer du nouveau tissu dans cette longueur-là, Il ne va pas y avoir d'allongement, on ne va pas rajouter des sarcomères en longueur ou en série, ce que vous voulez, d'accord? Et donc, tout simplement, si on s'étire 30 secondes, en plus, en ne s'étirant que 30 secondes, on ne réduit pas, en tout cas, on n'améliore pas notre tolérance à l'étirement. On va juste faire à notre corps un étirement et il ne se passera rien. D'ailleurs, il faut savoir que sur l'étirement, on n'a pas vraiment de changement de longueur du tissu musculaire. C'est plutôt une augmentation du seuil de tolérance à l'étirement au niveau du système nerveux. Et donc, pour conserver ces amplitudes, il faut lui montrer qu'une fois qu'on a étiré, on est suffisamment fort dans l'amplitude pour conserver l'amplitude. Sinon, aucun intérêt. Si vous étirez 2 minutes et qu'après vous ne faites pas
les contractions et que vous ne renforcez pas l'amplitude, le corps ne va pas les garder, ces amplitudes-là. Donc voilà, ça c'est important. Ça, c'était important de tenir au minimum 2 minutes. Après, vous verrez que parfois dans certains programmes, vous n'êtes pas obligé de commencer par 2 minutes d'étirement. Si la personne a une tolérance à l'étirement qui est très très basse, ne commencez pas avec 2 minutes. Commencez à l'exposer progressivement à des étirements passifs. 30 secondes, 45 secondes, 1 minute 30 jusqu'à progresser vers en tout cas les 2 minutes. Et comme dans tous les cas, dans le protocole des Pails and Rails, vous allez tenir l'étirement au total, parce que vous faites un étirement de 2 minutes, vous faites vos contractions sans relâcher en fait l'étirement. Vous vous réétirez à peu près 20 à 30 secondes et vous recommencez à faire un cycle. Et vous vous réétirez 20 à 30 secondes et vous recommencez à faire un cycle. Finalement, vous allez cumuler entre 2, 5, voire 6 minutes d'étirement. Et on sait que le tissu conjonctif, il a un sweet spot, on va dire, de stimulation entre 6 et 10 minutes de temps sous tension. Au-delà de ça, vous avez une période qui est dite réfractaire, qui va empêcher, entre guillemets, ou en tout cas qui ne va pas empêcher, mais qui fait que le tissu conjonctif ne répondra plus à la stimulation. Et donc c'est comme un Doliprane, il faudra recommencer 6 heures après. C'est pour ça d'ailleurs que sur les contractions isométriques, en général, on a des protocoles de 3 fois 1 minute, 4 fois 1 minute, voire 5 fois 1 minute maximum, parce qu'en fait en temps cumulé sur le tissu conjonctif, on l'a laissé se déformer environ 5 minutes au total. C'est d'ailleurs pour ça aussi que sur des contractions isométriques, dans un but de réhab, on demande 30 secondes minimum parce qu'en fait on a un phénomène de déformation qui n'apparaît qu'au bout de 30 secondes mais qui n'est pas maximal et qui est vraiment maximal sur la déformation du tissu conjonctif au bout des 2 minutes. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on doit tenir autant de temps et avec de la force? Parce que nos ligaments, nos tendons ont été faits pour résister à des contraintes très importantes sur de la traction. Donc ils ont besoin en fait d'avoir des contraintes qui vont durer dans le temps et avec de la force pour induire cette déformation et créer du nouveau tissu de meilleure qualité. Voilà. Si vous voulez apprendre tout ça dans les détails, si vous êtes intéressé par ce que j'ai raconté, déjà faites un petit like en bas là, sur le petit bouton pouce, ça vous prend 5 minutes mais moi ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à continuer à vous partager le plus d'informations possible. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Okay. Si jamais vous avez envie que j'aborde un certain sujet dans le podcast, que je parle de quelque chose qui vous intéresse, qui vous est pertinent, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire une petite section en début du podcast pour répondre à vos questions et essayer de vous aider dans votre démarche d'entraînement ou de mobilité ou de la compréhension de la réhab. Okay. Et surtout, si vous voulez apprendre un peu plus de tout ça, vous avez mon school qui est encore en version gratuite pour l'instant. J'avais dit que je laissais gratuit ouvert entre 10 et 15 places. Il reste encore 5 places. À partir des 15 personnes qui seront à l'intérieur du school, je le passerai en payant. Okay. Donc dans ce school-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Le school, on va pouvoir retrouver des classes de mobilité, on va pouvoir retrouver des cours théoriques autour de la mobilité, du développement articulaire, de la réhabilitation, de la programmation et surtout comment intégrer le tout, parce que c'est souvent le plus gros problème, c'est qu'on va être formé en mobilité pour créer des classes de mobilité ou quand on va suivre des programmes de mobilité en général, c'est des programmes qui vont durer 1 heure, mais on n'a peut-être pas 1 heure à consacrer à la mobilité. Au final, on va le faire 1 fois dans la semaine, ce qui est trop peu pour développer sa mobilité, alors qu'il faudrait le faire au moins entre 2, 3, voire même 4 fois par semaine. Et donc pour répéter ça, vous avez besoin d'évaluation, ce que vous allez retrouver dans le school, ciblé pour vos besoins, des exercices que vous allez retrouver dans le school, et une capacité à comprendre comment construire sa routine de 2-3 exercices qu'on peut plugger sur vos séances en fait actuelles pour vous permettre en fait de simplement combiner et l'entraînement articulaire de mobilité qui va vous permettre d'être plus performant, développer de nouvelles amplitudes articulaires, développer du meilleur tissu parce que du coup vous allez avoir plus de variabilité de mouvement, plus de capacité, plus de chemin, plus d'amplitude pour venir stimuler plus de tissu sur plus de courses, okay, donc un potentiel gain d'hypertrophie, gain de force, moins de douleur et de la longévité. C'est vraiment tout ce qu'on veut avoir pour durer dans un sport et être fort. Si on est blessé, qu'on ne peut plus s'entraîner, on n'est pas fort. Si on n'est pas blessé, qu'on a réussi à créer de la résilience au niveau de nos tissus, ça ne veut pas dire qu'on ne se blessera jamais, ça veut juste dire qu'on a moins de chances de se blesser et potentiellement on pourra progresser plus longtemps et en meilleure santé. Donc tout ça, c'est ce que vous allez retrouver dans le school. Okay, donc vous allez avoir un lien normalement dans la description de cette vidéo. Okay, et vous allez retrouver du coup les auto-évaluations que j'ai mentionnées dans ce school. Okay.
Donc comme je vous ai dit, il reste quelques places gratuites avant que le school devienne payant. Ok, ce ne sera pas un prix très cher, mais ce sera payant quand même. Et donc on n'hésite pas, comme je vous l'ai dit, à liker, partager, commenter le podcast. Si vous avez des problématiques, douleurs lombaires ou autres ou quoi, vous n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message. Ça me ferait très plaisir de pouvoir rentrer en collaboration avec vous pour vous aider là-dessus. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. C'était le podcast du Laboratoire de la Force. Si tu as apprécié le podcast, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire ou à le partager avec tes amis. Et on se retrouve très rapidement. Allez, salut!